Bonsoir. Bienvenue à tous les participants ce soir. Merci à Eric Carré de nous faire l'honneur et la joie d'être parmi nous ce soir. Je connais Eric depuis, je crois que ça fait 2 ans Ouais, déjà. ça, de trois Ça ans, fait de deux trois ans. ans. Et donc, je laisserai Eric se présenter. Et donc, dans des discussions qu'on a eues ensemble, il m'avait parlé de ce que représentait l'outre-mer et que finalement, peut-être, on ne se rend plus tellement compte en France de ce que ça représente en matière de potentialité, de richesse et de menaces. Et donc, Eric m'avait très intéressé quand il m'avait parlé de ça. Et je m'étais dit que ça pouvait aussi intéresser nos camarades. Et donc, Eric est là ce soir. Et donc, merci beaucoup à lui. Et n'hésitez pas à distance, là, vous êtes beaucoup là connectés, à poser des questions. Moi, je veillerai sur le chat et je passerai les questions à Eric. Eric, je te passe la main. Merci beaucoup Philippe. Très heureux de voir qu'il y a autant de personnes à distance. Je salue tout le monde. Je me présenterai très rapidement. Je dirais que voilà, j'ai eu un premier parcours, qui est un parcours militaire qui m'a amené à sillonner toute la France dans toutes ses particularités, c'est-à-dire notamment dans la partie des territoires d'outre-mer. Voilà, j'ai servi ou été en mission dans nombre d'entre eux à ce titre-là. Et puis ensuite, j'ai rejoint il y a une dizaine d'années la Croix-Rouge et à ce titre-là, je continue à aller sur les territoires d'outre-mer et j'ai le plaisir de saluer un de mes camarades qui m'a fait le plaisir d'être présent là ce soir et qui est justement en charge de la partie guyanaise et donc voilà et qui sera sûrement très utile au moment de la réponse aux questions. Voilà. Pour autant, je tiens à préciser que je m'exprime en mon nom propre. Ça n'engage en rien mon employeur actuel, passé ou quoi que ce soit. Voilà. Ce sont des propos qui me sont très personnels. Et je suis heureux de pouvoir les tenir en cette journée du 22 mai. Théophile peut confirmer que c'est un hasard si nous nous retrouvons le 22 mai. La date a changé, la date a évolué. Mais pour autant, et il se trouve que ça prend un sens, même un double sens, c'est la journée, comme vous le voyez, de la journée internationale de la diversité biologique. Et avec les territoires ultramarins, c'est quand même quelque chose qui est très important, c'est une dimension très importante. Et bien évidemment, c'est depuis 1983 que le 22 mai est reconnu comme jour férié en Martinique, afin de commémorer la liberté obtenue par les esclaves le 22 mai 1848. Voilà pour la partie de la date et de l'esprit. Je voudrais rentrer dans le vif du sujet en vous donnant, en ayant un plan très simple. D'abord, les territoires ultramarins, comprendre ce dont il s'agit. Un actif stratégique, pourquoi? De quoi s'agit-il? Quel est quel est l'élément de cet actif stratégique pour la France? Et donc, est-ce que la France peut en contenir? Alors, quand on parle de territoire ultramarin, en fait, on parle de 13 territoires ultramarins et surtout, on parle de statuts très différents. Ce terme a l'air d'englober, de mettre tout le monde à égalité. Ce n'est pas du tout le cas. Les statuts sont différents et je voudrais que vous reteniez de cette diapositive l'imbrication, les spécificités et l'imbrication qui peut exister à partir de la France continentale, hexagonale, métropolitaine. Et donc, l'idée, c'est d'abord de reconnaître qu'il y a une vision des territoires ultramarins depuis Bruxelles. C'est une reconnaissance européenne, Union européenne, notamment parce qu'on comprend qu'il y a 9 régions ultrapériphériques, des RUP, et là-dedans, un grand nombre sont 7 sur 9, puisqu'après, vous avez les îles Canaries, enfin 6 sur, pardon, vous avez les Canaries et les Açores et Madère, je recompte en le disant, qui sont dans la partie française. Le reste, donc, c'est sur ces deux autres pays. C'est ce qui est reconnu au niveau de l'Union européenne. Et ensuite, après, on a une imbrication, une répartition avec des départements et régions, c'est le Guadeloupe et la Réunion, avec des collectivités territoriales uniques, qui sont la Martinique, Guyane et Mayotte. Et puis, vous avez des collectivités outre-mer, comme Saint-Pierre-et-Miquelon,
Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis et Futuna. Vous avez la spécificité de la Nouvelle-Calédonie qui est un pays et territoire d'outre-mer. Et vous avez un ensemble constitué par les terres australes et antarctiques françaises et on pourra y revenir. Je dis ça parce que en fait, à chaque fois, vous avez des reconnaissances. Quand vous avez des reconnaissances, vous avez des traités, vous avez des éléments, des traités sur le fonctionnement. Il est intéressant de voir que c'est compte tenu de l'éloignement, principalement, que on doit prendre en compte l'ensemble de ces éléments. Regardez l'article 349. Il est la situation qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, leur relief, le climat difficile, hein, c'est la totalité qui est difficile, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, le facteur dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. Donc voilà, c'est une reconnaissance de cet état. On ne peut pas, voilà, on ne peut pas l'ignorer, on ne doit pas ignorer, et personne ne veut ou ne peut l'ignorer. Alors, du coup, vous avez là encore des départements qui sont régis par l'article 73 de la Constitution et vous avez aussi les collectivités d'outre-mer pour l'article 74 de la Constitution. Voilà pour le cadre juridique, espace et juridique. Voilà, j'aurais pu préciser que j'ai servi en effet au Conseil d'État et que j'ai travaillé avec l'Union européenne et voilà sur cette partie juridique, notamment sur ces évolutions juridiques il y a quelques années. Et puis bien évidemment, on peut avoir une actualité. Alors j'ai choisi comme actualité une actualité sur les îles éparses. Les îles éparses, c'est pour moi l'occasion de vous en parler. J'aurais pu prendre une autre actualité, mais j'ai pris celle-là parce que les îles éparses, ce sont les petites îles françaises de l'ouest de l'océan Indien. Elles sont tout autour de Madagascar, avec des entités. Je rentre pas dans le détail, c'est que voilà, je veux que vous compreniez que Madagascar est entouré de ces îles et donc que l'on trouve à la fois entre Madagascar et du côté de Mayotte d'un côté et du côté de la Réunion de l'autre et elles sont rattachées aux terres australes et antarctiques françaises. On peut les voir voilà autrement sous cette forme-là. Et ben, le grand intérêt, c'est que elles amènent une zone économique exclusive très importante, c'est-à-dire 640 400 kilomètres carrés. Je veux préciser pour ceux qui ne sauraient pas que une zone exclusive, économique exclusive, c'est en fait une zone qui s'étend de la ligne de base de l'État jusqu'aux 200 000, c'est-à-dire 370 kilomètres. Et en fait, au-delà, c'est les eaux internationales. Et là-dedans, eh bien, il y a des capacités à exercer des activités économiques très particulières. Et la France, nous verrons tout à l'heure, mais la France est deuxième, à la deuxième zone économique exclusive du monde, derrière les États-Unis, ce qui ne manque pas de sel, puisque en fait la zone économique exclusive dont on parle, c'est quelque chose qui est reconnu par la convention de Montego Bay et que les États-Unis n'ont pas ratifié. Donc, en fait, si on voulait être un peu exhaustif, on dirait qu'on a la première reconnue et reconnue par les États. Donc voilà, mais c'est pas le sujet, mais c'est pour vous montrer que c'est quelque chose de très très sensible et la liberté de manœuvre, la liberté de circulation là-dedans va être un vrai sujet. Alors pourquoi c'est une actualité? Ben, juste pour vous montrer que le président de la République s'est rendu en fait à Madagascar en visite d'État d'un côté, c'était le 23 et 24 avril, il y avait le 22, mais c'est le 23 et 24 avril. Puis il a participé à un sommet et dans ce sommet qui était donc à Madagascar, il a rappelé la souveraineté de la France sur les îles éparses. Une fois qu'il a eu fait ça, bah, il voulait aussi relancer la commission mixte entre les deux pays sur le sujet. Et tout le monde s'était dit qu'on se retrouverait fin juin 2025. Et quelques jours plus tard, alors qu'il avait repris l'avion, le 4 mai, un dimanche en soir, bah, le président de la République de Madagascar a dit que ce sujet lui tenait à cœur et qu'il se rendrait, titre personnel, sur les îles éparses en tant que président de la République de Madagascar. Donc, vous voyez, rapidement, vous avez
Vous avez des tensions qui peuvent se créer alors que quelques jours avant, tout allait bien. Eh bien, on ne peut avoir un sujet qui tend les relations entre plusieurs pays, entre deux pays ou entre plusieurs pays. Et bien évidemment, les enjeux, ce sont des enjeux du sous-sol marin. Et ce sous-sol marin, eh bien, il y a peu, on a identifié qu'on avait sûrement dans cette zone-là de grandes quantités de gaz, de pétrole. C'est la zone de Juan de Nova. Et donc, voilà, on voit bien, alors qu'elles sont pratiquement pas habitées, on voit bien que c'est une zone tendue et qu'on veut marquer quand même sa présence. Le président Macron s'était rendu en octobre 2019 à Grande-Glorieuse, qui était une autre île, justement, pour bien montrer que c'était la France. Voilà, pour vous montrer qu'il y a toujours une actualité, il se passe toujours quelque chose. On pourra reparler de ce qui s'est passé des déclarations qui sont faites en Guyane. On pourra parler de ce qui s'est passé cette nuit au Sénat sur Mayotte. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il y a toujours une actualité dans ce qui concerne les territoires ultramarins, les 13 territoires ultramarins. Et ils ont des géographies différentes. Vous avez à l'écran les 13 territoires. Vous voyez que par les couleurs, ils sont répartis sur trois océans. Et vous voyez par les couleurs que ils sont à la fois soit une communauté, soit une région. Donc, et surtout, ce qu'il faut retenir, ce que je veux que vous reteniez de cette diapositive, c'est qu'à 90%, les territoires français se trouvent dans la zone Indo-Pacifique et où s'est déplacé le centre de gravité du monde. Et je pense que pour bien le comprendre, il vaut mieux regarder une autre carte que la carte qui est toujours centrée sur Paris. Il faut savoir regarder la carte de la zone Indo-Pacifique en tant que telle. Cette zone Indo-Pacifique, c'est une zone qui commence d'un côté en Afrique du Sud et qui se termine au Chili et qui en haut monte avec la Russie, qui va toucher le Canada et redescend. Et il faut prendre le temps de comprendre ce qu'est cette zone à l'aune de notre terre et de notre du fonctionnement entre les États. Vous avez 74 États sur les 194 qui existent, qui sont là, mais donc ça fait à peine 40%. Sauf que c'est pratiquement 80% de la population. 5,83 milliards d'habitants sont là, et puis c'est 65% de la partie terrestre. Si on veut avoir une définition plus large, c'est 65% de la superficie des terres émergées, et dans sa partie maritime, c'est pratiquement la moitié de la superficie de la Terre qui est concernée par cette partie-là. Donc on voit bien les enjeux. Et nous sommes présents, avec nos territoires ici, avec l'ensemble des éléments de la Polynésie française, avec voilà, Wallis-et-Futuna, voilà, avec la Nouvelle-Calédonie. Voilà, on est présent à ce titre-là, dans cette zone-là, qui est la zone où beaucoup de choses se passent. Je dirais que c'est là où est le moteur économique du monde. Donc c'est là où se jouent les normes internationales qui peuvent être de plus en plus remises en question, notamment sur le plan maritime, la capacité à pouvoir se déplacer, à pouvoir être autorisé à aller ici ou là. Et en fait, c'est l'arène où se joue le futur ordre mondial qui est façonné par la rivalité sino-américaine, voilà, qui prend de l'ampleur au fur et à mesure où les événements cristallisent, et on reviendra sur l'actualité. Et je voudrais juste faire un rappel sur ce qu'est cette rivalité sino-américaine, en rappelant au travers de cette carte le déploiement par la Chine depuis 2013 de sa stratégie du collier de perles. C'est le terme qui est retenu. D'autres ont d'autres termes. Voilà, si vous étiez indien et si vous voyez ce collier autour de vous, vous auriez peut-être un autre sentiment, peut-être plus un sentiment d'être étranglé. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'Inde est en train d'essayer de construire des alliances autres. Et ceci s'inscrit dans un ensemble qu'on appelle les nouvelles routes de la soie ou Belt and Road Initiative,
et on peut prendre le temps de comprendre ce dont il s'agit, parce que c'est là que vous comprendrez l'importance des territoires ultramarins dans cette zone. Au-delà de ce que j'ai, des éléments que j'ai pu mettre sur cette diapositive pour que les uns et les autres, en fonction de vos connaissances, vous puissiez vous y retrouver, retenez que la Chine cherche par des investissements, par des mécanismes divers, à maîtriser des ports. C'est le port de Gwadar au Pakistan, qui permet, une fois qu'on a ce port, de pouvoir accéder à la Chine sans passer par le détroit de Malacca. C'est Hambantota, au Sri Lanka, euh, très grosse emprise chinoise désormais. C'est Djibouti, avec une base militaire chinoise, bien évidemment à côté de la base militaire française et de la base militaire américaine. C'est Kyongpyu en Birmanie. Voilà, c'est tout le sujet de l'océan Indien. Voilà, on voit bien que l'enjeu, c'est comment la Chine peut continuer à être approvisionnée en passant soit par la terre, soit par la mer, et en ayant cette multimodalité, pour éviter, pour contourner des mesures qui seraient des mesures mises en place par les Américains et leurs alliés. En fait, pour faire très rapidement, je n'ai pas de doute que nombre de personnes connaissent, mais donc les routes de la soie, on a l'habitude de parler de routes terrestres. C'est ce que vous avez, c'est principalement des routes, c'est des voies ferrées. Donc, c'est comment utiliser par la terre, comment pouvoir continuer à commercer par la terre en passant par des pays qui sont des pays qui ont une alliance avec la Chine et de façon à ne pas être bloqués par un quelconque allié américain. La même chose par la partie de la mer, les routes maritimes, et avec donc des installations. Vous retrouvez les noms que je vous ai cités en Bantota ici, vous retrouvez des éléments Gwadar, voilà. Et il y a même une actualité forte avec évidemment deux points, c'est-à-dire que la fameuse route terrestre, elle est bloquée lorsqu'on est ici et qu'on arrive en Ukraine, donc ça ne fonctionne plus. Et puis ici, elle est d'un haut niveau d'insécurité quand on est au niveau du détroit Bab el-Mandeb, la porte des lamentations. Et donc, vous avez le conflit avec les Houthis et la partie du Yémen. Pour vous donner une actualité, vous avez donc le Cambodge qui est là. Le 2 avril, le Cambodge a inauguré la base navale de Ream. Et donc, en fait, elle a été complètement rénovée par le biais de financement chinois. Donc, les Chinois montrent leur intérêt pour cette zone, voilà, au plus près du détroit de Malacca et en même temps à proximité de la mer, donc de l'océan Indien et du Pacifique de l'autre côté. En fait, la France a pris la mesure de cette démarche d'avancée de la Chine en 2017. En 2017, parce que les Chinois sont venus ouvrir une base à Djibouti, et ceci a alarmé le ministère des Armées, puis le ministère des Affaires étrangères. Et la France, en fait, a été la première parmi les pays européens à décider d'avoir une stratégie à l'égard de la zone Indo-Pacifique. Et sa stratégie à l'intérieur de la zone Pacifique, ça ne vous surprendra pas, c'est pour ça que je vous en parle, ça ne vous surprendra pas elle a décidé d'adosser cette stratégie à la réalité des territoires ultramarins qui sont présents. Et je vous ai fait un petit extrait de ce qu'est cette stratégie régionale, intégrant pleinement ces territoires ultramarins comme levier d'influence. La France promeut un multilatéralisme inclusif et joue un rôle moteur dans la structuration de l'engagement indo-pacifique de l'Union européenne. Donc voilà, c'est vraiment mettre les territoires ultramarins au cœur de cette influence. Et en fait, c'est quand même
un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est présent dans cette zone-là. Et on s'est adossé à l'Inde. Et en fait, on a fait une coopération avec l'Inde, un partenariat avec le Japon et une coopération renforcée avec l'Australie. Alors bien sûr, je sais bien que nombre d'entre vous savent ce qui s'est passé avec l'Australie, notamment ce qui s'est passé en 2021, c'est-à-dire l'annonce inattendue d'un pacte de sécurité qui a réuni sur un bateau, qui a réuni l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est pour ça qu'on appelle ce pacte le pacte AUKUS, et que cela s'est fait au détriment de la France, qui à ce moment-là avait un gros contrat avec l'Australie sur des sous-marins. Et évidemment, l'Australie a dénoncé ce contrat pour se tourner vers du matériel américain. Mais au-delà de ça, la coopération avec l'Australie continue de s'exercer. Et en même temps, ce fameux pacte AUKUS est en train de s'étendre, et s'est étendu au Japon. Et évidemment, on regarde du côté du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de la Corée du Sud. Voilà, c'est c'était un des sujets. D'autant que cela a été rappelé parce que le 9 mai, l'Australie a réaffirmé, au-delà de la tempête que peut provoquer les annonces de l'administration américaine. Eh bien, l'Australie a tenu à rappeler fermement que vraiment elle tenait à ce que le pacte AUKUS soit maintenu. Et donc voilà, c'était une façon de montrer ces éléments. D'autant que quand on est dans cette zone-là, en fait, on se rend compte que c'est un mélange de bataille de sous-marins et de porte-avions. Alors, je prends le temps de rappeler l'ensemble des porte-avions existants pratiquement au monde. Et vous voyez le décalage. Vous avez 11 porte-avions aux États-Unis. La Chine en a 3. Et le dernier qu'elle a eu, c'est celui que vous avez à l'écran. C'est donc le Fujian, et qui porte un certain nombre d'avions, d'hélicoptères, de drones. Donc voilà, c'est pour vous montrer que tout ça, c'est en train de se construire, de se monter, de s'organiser. Et donc, on doit veiller, on doit être vigilant. Alors, quand on a un nombre de porte-avions 11, c'est intéressant d'aller regarder là où ils sont, plus que le nombre. Alors, il faut savoir qu'il y en a toujours deux, vous ne les avez pas tout à fait, ils sont pas tous présents sur cette carte, parce qu'il y en a toujours deux qui sont pratiquement en cale. Et il y en a ensuite deux qui sont toujours du côté au large de la côte est des États-Unis. Mais c'est intéressant de voir que tous les autres sont en fait dans cette zone-là. Voilà, et normalement, il y en avait toujours un en Méditerranée, et là, il a migré, il est plutôt par là. Voilà, et donc, voilà les éléments qu'on pouvait avoir. Cette carte paraît toujours avec un temps particulier. C'est la raison pour laquelle vous l'avez au 5 mai. Voilà, elle date d'une quinzaine de jours. Elle est pas aujourd'hui, mais elle était à la date d'il y a une quinzaine de jours. Une fois qu'on a pris la mesure du contexte, pris la mesure de la dimension géographique et de ce que ça représente, et des acteurs qui sont sur ce théâtre, je dirais, pour utiliser le mot acteur et théâtre, c'est un actif stratégique. Alors, c'est un actif stratégique, mais encore faut-il comprendre pourquoi. C'est un actif stratégique d'abord parce que c'est une richesse humaine. Et je pense que dans mon propos, je voudrais vraiment vous dire que pour moi, c'est l'actif numéro un, c'est l'actif principal. C'est une richesse humaine, c'est 5% de la population française. Voilà, on est au port des 3 millions d'habitants. Et c'est une vision de la France, une approche de la France. C'est vraiment, je pense qu'on doit vraiment
comprendre cette richesse humaine. En plus, c'est une richesse humaine au moment où on peut observer un vieillissement de la population, une baisse de la natalité. Vous prendrez les chiffres que vous voudrez, qui vous paraissent les plus marquants. Eh bien là, on a une part de moins de 25 ans qui est entre 25 et 60%. C'est un rajeunissement juste énorme. Évidemment, parfois déséquilibré. J'ai pas de souci pour le dire. Déséquilibré, mais à nous de construire l'équilibre. Alors oui, c'est équilibré à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ce l'est absolument pas à Mayotte. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis là-dessus. Ensuite, après, c'est une richesse de langues, 25 langues autochtones. Et je pense qu'on devrait avoir vraiment gardé ça à l'esprit parce que derrière cette jeunesse, ça veut dire plein de choses, ça veut dire l'innovation, ça veut dire des capacités à comprendre, à voir le monde de demain. C'est ça qui est le plus important. Évidemment, c'est un actif économique. Je ne reviendrai pas sur ce que je vous ai dit. Voilà, c'est vraiment cette notion de zone économique exclusive. Voilà, les États-Unis ont plus de 11 millions de kilomètres carrés et nous avons 10 millions, un peu plus de 10 millions de kilomètres carrés et 97% en Outre-mer. Prenez la mesure que derrière c'est l'Australie, c'est 8 millions, derrière c'est la Russie. Voilà, mais on est quand même détaché. On est vraiment c'est nous qui avons la partie la plus importante. Alors ça se matérialise comment? Ben, ça se matérialise par des cartes de ce type-là. Voilà, vous pouvez Saint-Pierre-et-Miquelon, voilà, elle est très particulière. Pour ça que j'aime bien la montrer. Pour les autres, c'est assez traditionnel. Voilà, vous faites une zone autour. Enfin voilà. Et vous voyez, on revient sur nos îles éparses. C'est pour ça que j'ai voulu vous en parler sur Mayotte, sur la Réunion. Donc voilà les éléments. Et puis la Guyane française, pareil, une sorte de cône qui avance vers la mer. Voilà et nos Antilles derrière, avec un ensemble un peu en zigzag, euh, compte tenu de la répartition des uns et des autres. Donc voilà, cela permet d'exploiter des ressources marines, de surveiller et protéger l'environnement marin. Je parlais de préservation des écosystèmes, je parlais de la journée de la biodiversité. Ben voilà, vous avez typiquement. Alors, j'ai envie de dire que c'est un actif économique qui nous donne des droits et qui nous donne qui nous oblige à avoir des devoirs. Nous devons savoir préserver ces fonds marins, cette faune, la faune marine et la flore aussi. Et puis, il faut donc contrôler le trafic maritime, c'est-à-dire lutter contre les trafics, le trafic de drogue et contre la piraterie. Donc voilà, alors pour vous donner une idée de ces 10 millions, on a 5%, 55% dans l'océan Pacifique et les 50 autres pourcents, c'est entre la Réunion et la Guyane et les Antilles. Le complément, c'est la partie métropolitaine. Euh, Surveiller et protéger, est-ce que ça signifie que des États ou des personnes peuvent attaquer la France parce qu'il y a des pirates dans la zone et que la France ne fait rien pour les arrêter? Il y a des gens qui exploitent ou dégradent l'environnement parce que ça veut dire que ça nécessite des moyens. C'est-à-dire que oui, des associations peuvent acter en justice qu'il y a des manquements. Ensuite, après, vous avez, on doit assurer la sécurité. Il faut donc savoir réagir. Alors, on ne peut pas empêcher les actes de piraterie, mais il faut savoir réagir aux actes de piraterie. J'ai en tête une opération auquel, voilà, qui était assez connue, qui s'appelle le Ponant. Et voilà, je n'allais pas plus loin, mais c'était, voilà, l'équipage avait été a été pris en otage, et donc voilà, il a fallu intervenir. Donc voilà, c'est ça oui, on a la nécessité d'être présent et de montrer qu'on a les moyens d'agir et de réagir. Et bien sûr que l'éloignement ne nous aide pas. C'est la raison pour laquelle aussi je montrerai que on a une présence maritime. Je montrerai un peu plus loin. Et d'autant que nous cherchons à étendre
notre domaine sous-marin. On l'a déjà fait. On l'a fait en septembre 2015. On l'a fait en janvier 2021. Vous voyez, vous avez les chiffres qui apparaissent. Et on veut continuer. Donc, la France dépose des dossiers auprès de l'organisme en charge de cette gestion. Et donc, voilà, et on essaye de faire avancer. Et donc, derrière, ben, il faut en effet être à la hauteur de cette avancée et des responsabilités qui sont les nôtres, qui peuvent permettre évidemment de fournir des hydrocarbures, des minéraux, des métaux, mais voilà, il faut être à la hauteur. Il n'y a pas que les enjeux, c'est pas que le fait de vouloir être présent en termes géopolitiques. Il faut derrière assumer ses responsabilités. Et la richesse humaine ici, est-ce qu'il y a une mesure de la contribution au PIB du territoire ultramarin? Alors, on l'a par rapport à certaines, on l'a par rapport à certains produits, notamment. On va l'avoir, si on prend, on va arriver tout à l'heure sur la Nouvelle-Calédonie. Mais évidemment, si on parle du nickel, on va parler de l'or pour la Guyane. On a ces contributions-là. Ensuite, après, les contributions, elles sont diverses sur la partie pour la contribution au PIB d'ensemble. Elles sont très diverses et on a des éléments, mais voilà, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail. Lorsque la premier élément auquel on pense, c'est surtout la pêche. Je voulais dire que dans le monde, il est pêché à peu près, enfin voilà, au-delà des chiffres que vous avez à l'écran, on va dire qu'il est pêché 100 millions de tonnes. Vous voyez que nous, c'est 600 000 tonnes, quoi. Voilà, on fait 600 000 tonnes. On n'est même pas 1% de la pêche de le monde. Et l'outre-mer représente à peine 10% voilà, c'est vraiment c'est gigantesque. On a des gisements, voilà, si demain on voulait aller beaucoup plus loin, on peut travailler sur quelque chose comme la pêche, évidemment sur le, euh, le, comment dirais-je, la labellisation des produits, l'aquaculture. On a vraiment, on a vraiment de quoi développer, pour autant qu'on veuille bien aller investir dans cette zone-là. Et, euh, et puis, euh, on a justement les algues, c'est beaucoup de choses qui sont inexploitées. La chimie. La chimie est très intéressée par l'ensemble de ces possibilités. Le jus d'algue est devenu un engrais phare des jardineries. Et ensuite, après, de l'autre côté, l'industrie s'intéresse à des biomatériaux à base d'algues. Donc voilà, c'est ça les évolutions sur lesquelles on peut chercher à avancer. J'ai envie de proposer de faire, puisque l'heure tourne, de faire un focus sur trois territoires. Celui dont le PIB par habitant est le plus élevé, la Nouvelle-Calédonie, celui qui est le plus peuplé, la Réunion, et celui qui est le plus grand, la Guyane. La Nouvelle-Calédonie, voilà, avec sa forme très caractéristique, dans lequel le secteur tertiaire est majoritaire et le secteur secondaire, lui, il est fondé sur le nickel. Et j'ai envie de dire, grâce à Jules Garnier, et je n'ai pas de doute que tout le monde dans l'assistance connaît Jules Garnier, puisque Jules Garnier est sorti de l'école des mines de Saint-Étienne et que en 1863, il a débarqué à Sydney et il a lancé une exploration scientifique du pays. Il a découvert ce minerai vert qu'il a baptisé à juste titre garnierite. Et voilà, et ça va devenir le nickel. Et ça a créé le boom du nickel. Vous savez très bien que le nickel, il rentre dans les alliages, dans la galvanisation, dans les batteries. En fait, c'est devenu la plus importante activité de la Nouvelle-Calédonie. Aussi,
lorsque on a observé mondialement une chute du cours du nickel en 2023 notamment, qui était due à une surproduction mondiale. C'est l'Indonésie qui est le premier producteur mondial de nickel, qui avait augmenté sa production. La demande chinoise qui a été réduite. Il y a eu l'effet Covid et puis même après la reprise, c'était un peu compliqué. Puis ils se sont tournés vers d'autres fournisseurs. Tout ça avec la notion de perturbation liée à la guerre en Ukraine. Tout ça fait un effondrement, comme vous le voyez, un creux. Quand vous voyez, vous vous rendez compte, quand vous partez de 2022 et que vous êtes côté voilà, 30 000 et pof, vous retrouvez, c'est un effondrement du cours. Eh bien, faut pas être surpris que le 13 mai 2024, puisqu'après en février, il y a eu l'annonce de la fermeture de KNS, donc la production métallurgique de l'archipel a été divisée par 4 en moins de 6 mois, eh bien, on a débouché sur des émeutes. C'était des émeutes il y a un an, 13 mai 2024. Euh, les dégâts depuis le début de la crise aujourd'hui sont évalués à au moins 2,2 milliards et on n'a pas tout compté et on aura des difficultés à tout compter. Ça marque énormément les esprits. On verra aussi que, eh bien, il y a des positionnements, je le dis en toute neutralité, il y a donc des positionnements politiques des uns et des autres sur ce sujet et des ingérences étrangères que nous pourrons, voilà, qui ont, j'allais dire, qui rendent difficile la solution. On parlait d'actualité, eh bien oui, il y a quelques jours, enfin quelques semaines, donc Manuel Valls s'est à nouveau rendu en Nouvelle-Calédonie, a mis tout le monde autour de la table, tout le monde est venu, c'est déjà un point, c'est le seul point positif, et il pensait pouvoir trouver une solution, il est obligé de repartir en disant on y reviendra et ça peut pas déboucher. Donc il y a voilà, c'est enquisté. Et c'est très compliqué, voilà. Et vous le voyez, vous avez les chiffres. Et tant que la notion de nickel, tant que l'économie en tant que telle ne sera pas repartie, ne repartira pas, on n'y arrivera pas à trouver une solution, quelle qu'elle soit. Juste pour vous montrer que la Nouvelle-Calédonie, c'est voilà, sur l'ensemble des bâtiments de la marine, tout comme je vous ai montré les porte-avions américains, voilà, vous avez le positionnement de quatre bâtiments. Voilà, on est sur quatre bâtiments dans la zone, dans la zone de Nouvelle-Calédonie, dans la zone de Nouméa, avec deux avions et un hélicoptère. Sur la Réunion, c'est le plus peuplé. Une carte, une géographie, une géologie différente. Elle a toujours été située sur la route des Indes, donc c'est vraiment la route commerciale. Et donc, on a les éléments du port principal. C'est la base navale de la Réunion, c'est la troisième base navale française après Toulon et Brest. Deux aéroports internationaux. Voilà, on est sur une dimension différente, une position stratégique autre. On est vraiment entre l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. Donc, c'est là encore une lutte. Ça permet la lutte contre la pêche illégale, contre le narcotrafic et contre la piraterie. Voilà les moyens mis à La Réunion, c'est ce que je vous expliquais à l'instant même. C'est le port des Galets. Donc voilà, vous avez les bâtiments qui servent là-bas, le port de la Pointe des Galets. Voilà ce que ça représente derrière. Et je vous ai mis l'ensemble des, des moyens. Euh, Il faut prendre la mesure du taux de chômage. Le taux de chômage reste très élevé. En gros, voilà, on était à 19-20%. On est au-dessus de la moyenne nationale, bien évidemment. Voilà. Et la pauvreté touche près de 40% de la population. Je rappelle que La Réunion, nous sommes donc dans une zone qui, en termes climatiques,
a été touché. C'est donc, je l'ai mis, vous avez une partie de la structure de l'économie. Je vous emmènerai plutôt sur le sujet sur le sujet des vulnérabilités climatiques. La Réunion a été touchée par le cyclone Bellal en janvier 2024 et elle a été touchée par le cyclone Garance le 28 février de cette année avec cinq personnes qui sont décédées, de nombreux blessés. Je vous ai dit qu'évidemment, mes propos n'engageaient que moi, mais je vous ai aussi dit que j'étais à la Croix-Rouge. Évidemment, la Croix-Rouge a énormément intervenu dans cette situation, mais c'est un événement qui restera dans la mémoire des Réunionnais parce que la violence destructrice des vents qui ont balayé l'île et des inondations qui ont suivi a été terrible. Et on est sur 250 millions d'euros de dégâts, dont 150 pour le seul secteur agricole. Donc voilà, derrière, c'est la filière canne, sucre, rhum qui est complètement touchée. Je vous disais qu'en Nouvelle-Calédonie, c'était en gros le nickel. À La Réunion, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une géologie différente, une géographie différente, une économie différente. C'est la partie du sucre. Pour vous donner une idée, 2023, et j'ai été recherché jusqu'en 2023, 1436 millions de tonnes de cannes ont été récoltées. 2023 et 2024 a été la pire jamais connue. Et on est à 1,2 million de tonnes de cannes et on pourrait avoisiner pour 2025 euh, 730, 730 000 tonnes. Voilà, c'est ça les pertes et les changements. Alors, j'irai sur la Guyane. La Guyane, c'est le plus grand et c'est le seul qui ne soit pas insulaire. Tous les autres, je vous ai présenté des îles. Et là, on n'est pas sur une île. On est sur un continent. On est adossé à un continent, donc avec tous les sujets qui sont les sujets de convergence. Et en particulier, donc c'est 300 000 habitants, la Guyane, hein. Et donc, on voit bien on est avec autour le sujet du Guyana, du Brésil, du Suriname et d'Haïti. Voilà, et donc d'où les défis sociaux importants. Alors quand on pense à Guyane, on pense à Centre spatial de Kourou. C'est le cœur économique de la Guyane, c'est ce qui fait vraiment tourner une économie guyanaise très locale sur ce sujet. Et heureusement, ben, 2024 a été une année importante. On a eu le retour un certain nombre de vols, un certain nombre de lancements. Et 2025 devrait voir, donc ça, il y a eu un lancement, plusieurs lancements en mois de mars, mois d'avril. Et donc voilà, le carnet des lancements est reparti, même si on ne retrouve pas les activités des années 2018 ou autres. Et quand on pense à la Guyane, on pense à l'or. Mais quand on pense à l'or, on pense à l'or et à l'orpaillage qui peut être illégal. On a identifié 120 comptoirs chinois d'achat d'or. En gros, il y a 6500 orpailleurs clandestins, 5000 qui sont les garimpeiros, ce sont les mineurs ouais, d'origine brésilienne. Et derrière, c'est ça a un coût. Ça a un coût financier et ça a un coût environnemental. On ne peut pas dire que ça prive l'État de recettes fiscales, qui serait à peu près de 500 millions d'euros. Ça nuit à l'économie locale, ça crée un marché parallèle. Et puis, il y a le sujet de la déforestation. Vous avez, voilà, j'aime bien avoir des graphiques avec des valeurs croisées. Vous avez le cours de l'or. Vous avez le cours de l'or qui apparaît. Et en ayant le cours de l'or en termes d'achat d'or sur j'allais dire, à la sortie de terre. Voilà, vous avez ce cours, et bien derrière ce cours, vous voyez l'évolution, la déforestation totale. Donc ça, c'est les courbes, c'est la notion de courbe derrière, c'est du cumulé. Et on voit bien la déforestation qui est issue de la déforestation légale. Il y a eu des sujets avec une autoroute, il y a eu des sujets avec des aménagements pour permettre l'accès à des villages. Et puis vous avez la déforestation illégale. C'est pratiquement autant. Aujourd'hui, voilà, on voit bien la tendance. Et puis, ça, c'est carrément annuel. Et chaque année, voilà, et vous voyez des pics
Vous avez des années où, évidemment, la déforestation illégale est bien plus forte que la déforestation légale. Et puis, c'est un impact sur l'environnement parce que derrière 1 kilo d'or illégal extrait, il y a plus d'1 kilo de mercure qui est rejeté. Il y a bien d'autres choses, hein, mais on s'arrête au moins au mercure. Et le mercure, c'est ce qui va jouer sur la santé des populations, ce qu'on appelle les populations du fleuve, parce que, et on l'a vu, enfin, parce que les poissons vont consommer notamment ce mercure et ils seront consommés. Et par exemple, on sait que ça a eu des résultats désastreux sur les femmes enceintes, notamment. On pourra en reparler en termes de... Jérôme pourra nous en dire un mot si jamais il y a des questions sur le sujet. Et là encore, on a une façade maritime qui permet d'accueillir une base militaire, la base des Grades des Cannes, et de pouvoir aller à la fois entre la Guyane et les Antilles. Et de nombreux sous-marins utilisés par les narcotrafiquants sont arraisonnés. De nombreux bâtiments font l'objet d'inspections et on trouve du trafic d'armes, trafic humain et autres. Voilà, voilà ce que je pouvais. Et donc pour moi, je considère que c'est un actif stratégique pour la France. Pourquoi? Parce qu'on est à la convergence de trois types de crises: les crises climatiques, les crises politiques et les conflits. Et donc c'est un accroissement du nombre de crises dans les outre-mer, dans les territoires ultramarins qu'on doit savoir prendre en compte. Intensification des aléas, je vous ai parlé des cyclones, mais ça peut aller plus loin. Sachez qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a demandé à 600 habitants de déménager. 600 habitants à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent quitter leur maison et être relocalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais on se recule et on va aller plus loin que les 1,5 km. Voilà, on a la même chose. Vous avez un article qui vous dit que d'ici 2050, c'est le trait de côte de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, enfin bref, tout le monde sera touché. On a donc ce sujet de l'effet du dérèglement climatique sur nos populations. Ensuite, après, vous avez les ingérences étrangères. Les ingérences étrangères, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est le fameux Bakou Initiative Group, donc l'Azerbaïdjan, qui, de façon complètement assumée, ou du moins assumée à l'issue, cible la France en Nouvelle-Calédonie et donc fait sur les réseaux sociaux des fake news comme celles que vous pouvez avoir, comme vous pouvez avoir à côté. Et voilà, c'est une instrumentalisation sur le sujet. Et puis c'est l'intensification des conflits mondiaux. Nous sommes, voilà, je suis en train de vous parler de la zone qui est là, et vous voyez bien que en quelques jours, tout peut basculer entre le Pakistan et l'Inde. C'est ce qui s'est passé le 7 mai. C'est la fameuse opération Sindoor, lancée par les Indiens. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait eu l'attentat. L'Inde avait été l'objet d'un attentat tuant 26 personnes par des militants Pahalgam. Et donc voilà, l'Inde a décidé de lancer ses avions, sauf que ces avions étaient attendus par les avions pakistanais. Et vous avez eu le 7 mai le plus grand combat aérien. On n'a pas les détails, mais on les a jour après jour, on les a. Et on voit bien que certaines annonces du premier jour ne sont plus tout à fait exactes, ne sont plus les mêmes. Alors oui, sûrement, des avions ont été abattus. Est-ce que dans ces avions, là-dedans, il y a un avion Rafale? Il se peut. Un Mirage 2000, il se peut. Et qu'en face, il y avait des avions chinois, des J-10. Ça, voilà, c'est sûrement on peut le penser. Mais voilà, ce que l'on est sûr, c'est que ça a été le plus grand affrontement aérien depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, alors que nous, le 7 mai, on était en train de préparer le 8 mai, alors qu'en Espagne, c'était la feria de Séville,
alors que voilà, vous voyez bien qu'il y a deux ambiances, deux compréhensions du monde qui peuvent donc s'affronter et nos territoires ultramarins seront à côté, seront au milieu. Euh, on a l'habitude de dire que ce qui arrive dans les territoires ultramarins euh, euh, à un moment donné, c'est-à-dire en gros un delta de 1 an ou 2 ans finit par arriver en France. Je fais vraiment partie de ceux qui considèrent que nous devons vraiment changer notre regard hexagonal, notre regard voilà, presque, j'allais dire, parisien sur ces territoires pour en mesurer la richesse et pour prendre la mesure de ce qui se passe dans le monde et de ces évolutions du niveau mondial. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques minutes sur le sujet. Et, euh, et je suis à l'écoute de questions s'il y en a, pour autant que je puisse y répondre. Ouais, moi, j'en ai une première à jour parce que je suis bien parisien. Par exemple, je suis quelqu'un qui a grandi à Paris. Euh, oui, géographiquement, on voit comment ça se présente une présence partie. Donc aussi, maintenant, c'est un milliard son budget chaque année. Et je mesure l'intérêt d'être là-bas. Mais ce que je ne mesure pas, c'est si on n'y était pas, qu'est-ce que ça nous enlèverait? Je pense que ça nous enlèverait. D'abord, je le redis, une richesse humaine. Je pense que voilà, si demain ces territoires devaient. Alors, c'est pas voilà, je vais pas rentrer dans des considérations politiques. Bien évidemment que le statut, la façon dont on construit notre relation avec ces territoires, bien sûr qu'elle peut évoluer. Euh, euh, on fait évoluer avec la Corse, donc on peut faire évoluer avec n'importe quel. On n'entend pas la question, dit. Alors je reprends la question que m'a posée. Voilà, si on n'y était plus, voilà, si on n'était plus dans ces territoires, Philippe me demande si on n'était plus dans ces territoires, qu'est-ce qu'on perdrait? Et je dis, on commencerait par d'abord alors je dis en propos liminaire que je ne dis pas qu'il faut garder pour garder. Ce n'est pas une question de propriété. C'est une question de construction de la relation et d'avoir vraiment de prendre la mesure de la richesse que cela peut nous amener. Et ma richesse que je fais passer en premier, c'est la richesse humaine. C'est pas quelques tonnes d'or en plus, c'est pas quelques tonnes de nickel en plus, c'est pas un forage en plus quelque part. C'est avant tout une richesse humaine. Et dans cette richesse humaine, si on la perd, on perd une notion de jeunesse, on perd une notion de dynamisme, on perd plein d'éléments. Ensuite, après, on perd une présence qui est nécessaire. Alors, après, chacun a la vision du pays, de la France qu'il veut avoir. Mais si nous voulons, il faudra pas non plus après se plaindre, il faut pas se plaindre si on perd ce que j'appelle notre rang, au sens pouvoir peser sous une forme ou sous une autre. La France n'est pas la superpuissance mondiale. Ok, bien sûr. Maintenant, voilà, nous sommes combien? Voilà. Est-ce que nous sommes la quatrième, plus la quatrième devenue la cinquième, presque plus tout à fait la cinquième, bientôt la sixième. Voilà. Est-ce que si on prend certains critères, on est déjà la septième? Oui, sûrement. Voilà, j'ai pas, je laisse chacun aller chercher les critères qu'il veut mettre en avant. Mais si on part, si on quitte ces zones-là, on aura perdu une vraie possibilité de, de faire vivre autrement la perception de la France dans le monde. Je le dis en toute... voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est Je vais essayer de mettre le micro, voir si ça fait pas de l'arsène.
En fait, enfin, pour moi, le fait que ce soit une richesse n'est pas la moindre question. C'est la question, c'est est-ce qu'on a la capacité à soutenir cette présence dans le monde? Parce que on voit que ça coûte cher. On voit que si on veut peser, il faut être présent. Tu as montré tout le matériel, tous les moyens militaires qui sont déployés. Et donc, ma question, c'est plutôt comment est-ce qu'on maintient cette capacité d'être là-bas, sachant que on voit que la Nouvelle-Calédonie, les Chinois en Indonésie nous taillent des croupières sur le nickel. Quelqu'un me disait que les Chinois vendaient en Europe l'inox, il y a beaucoup de nickel, 2 fois moins cher que sur le marché domestique chinois. Et l'Europe ne fait quasiment, enfin si, l'Europe met 19% de droits de douane, alors qu'il faudra en mettre 100%. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on maintient cette présence si, de manière très terre à terre, on n'en tire pas une richesse sonnante et trébuchante en minerais, en pétrole, en poissons. Mais tout à fait. Donc, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il est bien, il est très difficile d'entretenir ça. Mais je suis heureux de la partie finale de la France, de la phrase, la partie finale de la phrase. Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'en fait, on n'a pas on ne croit pas qu'on peut investir là-bas. On ne le croit pas et on ne pense pas que là-bas, on va pouvoir, on peut faire des choses particulièrement innovantes. Or, c'est le cas. Or, c'est le cas. Mais là encore, ça veut dire qu'il faut un investissement qui est un investissement éducatif. Euh, et, euh, et pourquoi on ne mettrait pas des campus? Pourquoi il n'y aurait pas des campus, des grandes écoles dans ces endroits-là? Ils sont où les campus des grandes écoles que j'ai fréquentés et autres? Ils sont à Singapour. Mais où sont-ils? Pourquoi ils ne sont-ils pas en Guyane? Pourquoi ils ne sont pas en Nouvelle-Calédonie? Posons-nous la question. C'est ça que c'est là que je mets chacun et chacune devant ses responsabilités. Ensuite, après les investissements dans les développements, on ramène tout. Enfin, on prend sur ces territoires et on ne traite pas là-bas. Donc on pêche. Et encore, j'ai dit que j'ai montré la pêche, mais ne prenez que le cas de la pêche. Et encore, on pourrait faire beaucoup mieux. Mais prenez le cas de la pêche. Les conserveries, où sont-elles? Elles ne sont pas là-bas ou très peu. Et regardez, il a fallu qu'un investisseur, je dirais, franco-étranger, enfin, voilà, mais voilà, quand même franco, vienne en Guyane pour monter une conserverie. Donc voilà, c'est ça tout le sujet. Ensuite après, je suis passé très rapidement sur une diapositive qui est une diapositive de la honte. Cette diapositive est une diapositive de la honte. Cette diapositive, elle vous montre les délais de livraison des médicaments. Oui, oui, la Nouvelle-Calédonie, qui a beaucoup de chance, elle est servie, alors la Guyane, pardon, qui a beaucoup de chance, elle est servie en 15 jours. En 15 jours par avion, les médicaments arrivent. 15 jours par avion. 45 jours par bateau. Vous l'avez là, vous avez 45 jours par bateau. Et la Nouvelle-Calédonie, 90 jours par bateau. Vous voyez un peu la gestion logistique, vous avez un peu la gestion des entrepôts, mais ça, le ministre de la Santé le connaît, le ministre de l'Outre-mer le connaît, le ministre des Transports le connaît. Et c'est là qu'on a des choses à faire évoluer, c'est là qu'on doit revoir certaines façons de travailler. Et les entreprises de transport, ils seraient prêtes, elles y seraient prêtes. Et voilà, mais voilà, c'est tout ça les éléments. Mais voilà, ça veut dire vouloir travailler autrement, ça veut dire, c'est ça les éléments à prendre en compte. Alors, j'ai des questions de la salle. Pardon. Euh, Vous parlez de changer le regard des métropolitains, mais à part la Guyane pour son centre spatial, quel est l'intérêt des autres pays de l'Union européenne à financer et à défendre la souveraineté? L'intérêt des autres pays. Oui, des autres pays de l'Union européenne, et je pense de la France aussi, à financer, à défendre la souveraineté. Mais c'est que nous sommes nous sommes la bannière de l'Union européenne parce que nous portons à la fois enfin, il ne vous aura pas échappé que dans chacune de nos mairies, vous avez à la fois le drapeau français et le drapeau européen.
nous sommes la bannière européenne et l'Europe ne s'y est pas trompée. C'était la diapositive du début pour reconnaître des régions ultramarines périphériques sur l'ensemble c'est vraiment ça. C'est la toute première diapositive que j'ai pu montrer pour arriver à. Ouais. Voilà, c'est ici. Et donc, voilà, l'Union européenne a compris qu'il y avait neuf régions qui devaient, voilà, qui avaient leur sens. Si vous prenez les Açores et Madère, c'est parce qu'en fait, c'est le lien avec l'Afrique. C'est en fait, nous sommes par ces territoires, nous sommes le pays qui construit des ponts, qui construit un pont entre divers continents. Et quand on parlait de la Guyane, je l'ai dit, c'est le pays qui n'est pas insulaire. On est vraiment, c'est une façon de vous dire, allez demander à un Brésilien où se trouve l'Europe, il va vous montrer sur une carte, il va vous montrer que c'est la Guyane. Il va pas vous demandez où est l'Europe à un Brésilien, il vous dit, elle est là. Alors, j'ai une autre question. Une présentation complète devrait faire état des côtés sombres de ces territoires, des situations quasi coloniales, du racisme, des mentalités d'assistés, un mythe de continuité territoriale qui pousse à travailler à grands frais avec une lointaine métropole plutôt qu'avec ses voisins. Alors, des côtés sombres, j'ai pas de doute qu'il en existe. Je, je veux bien le croire. Maintenant, ce que je me dis, c'est et dans ce type de relation, puisque c'est ce qui est souligné, le racisme, et j'ai bien compris, je comprends bien la façon dont on veut utiliser ce mot dans un sens comme dans l'autre. Mais je le reconnais, j'ai pas de sujet là-dessus. Euh, Commençons déjà à faire un vrai premier pas. On fait un vrai premier pas, on va, voilà, et on investit. On investit véritablement et, et on a les moyens. On a les moyens de le faire et on a des intérêts à le faire. Parce que et peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, les moyens sont différents. Allez donc demander à Jules Garnier comment il aurait fait s'il avait eu l'outil Zoom que nous avons ce soir. Il n'aurait pas fait la même chose. Il aurait pas. Et donc voilà, il faut voir les territoires ultramarins avec les yeux d'aujourd'hui et les techniques d'aujourd'hui. Et ne pas, en effet, ignorer les remarques que vous nous faites, que fait cette personne, avec, oui, des côtés sombres. Et alors, et donc, on fait quoi? Et bien sûr on a un historique de colonisation, on a. Maintenant, on a eu un historique aussi de décolonisation. Et me semble, j'ai lu deux, trois trucs sur la façon dont la Chine, évidemment, venait devant les pays et surtout n'allait pas les coloniser. Mais il semblerait que le remède n'ait pas aujourd'hui convaincu tout le monde. Aller faire un tour du côté du Sri Lanka, c'est le port dont je vous ai parlé. Aller faire un tour du côté de Gwadar et justement le Sri Lanka qui a perdu énormément de mines au profit de la Chine parce qu'il y a un phénomène d'endettement. Donc, je pense que chacun doit savoir intelligemment avec qui il veut véritablement construire sa relation. Question suivante. Pour intervenir à Malouine, il a fallu plus d'une semaine aux Britanniques. Combien de temps faudrait-il à la France pour intervenir en Nouvelle-Calédonie face à une invasion, un blocus de la Chine? Et quelqu'un rajoute que ce n'est pas qu'une question de temps, mais aussi une question d'être légitime à agir. Alors, combien de temps il faudrait à la France pour réagir si on intervenait sur la Nouvelle-Calédonie? J'ai envie de dire quelques heures parce qu'on y est. On y est déjà. Donc, on y est déjà. Maintenant, je comprends, et pour bien connaître ce qui s'est passé dans les Falklands, évidemment, vous êtes en train de parler de l'Argentine qui arrive et donc qui saisit combien de temps on prendrait pour venir, pour monter une opération comme celle qui avait été demandée par Margaret Thatcher pour pouvoir reprendre. Là, évidemment.
Il faudrait donc faire venir des moyens, qui sont des moyens de métropole, qui peuvent être aussi des moyens de coopération, qui peuvent être aussi des... C'est pour ça que je vous ai expliqué quand même qu'il y a quelques porte-avions qui sont en train de croiser. Donc, j'ai envie de dire que les Chinois qui viendront en Nouvelle-Calédonie, envahir la Nouvelle-Calédonie dans cette hypothèse, croiseront un peu de monde avant d'arriver. Donc, je suis pas sûr que leur rapport de force initial soit le même à l'arrivée. Et après, on traitera. Ils sont allés faire du nickel en Indonésie. Ouais. C'est mon gros intérêt d'aller là-bas. Puis de France, on a l'impression que la Nouvelle-Calédonie, c'est à côté de la Chine. C'est à 8 heures d'avion. Oui, je peux vous redonner la. 8 heures d'avion de la Chine. C'est pour ça que de temps en temps, il faut regarder celle-là, quoi. La Nouvelle-Calédonie étant ici, hein. Donc, je pense que les Chinois, quand ils vont venir nous envahir pour aller vers la Nouvelle-Calédonie, vont quand même passer quelque part du côté de l'Australie, qui devrait avoir les moyens c'est-à-dire qui devrait peut-être voir deux, trois trucs. Alors, on a une autre question justement sur la Nouvelle-Calédonie. Quelqu'un nous dit, depuis la découverte du nickel là-bas, les concentrations ont été divisées par 10. Ça doit être quelqu'un qui s'y connaît, mais je ne savais pas. Et est-ce que ces mines représentent encore un enjeu durable pour la France? Je ne suis pas du tout surpris par la question. C'est un sujet, je comprends très bien. Et en effet, les questions de la concentration. Euh, Est-ce que ça a encore un sens de vouloir... Alors, je suis pas là pour dire qu'il faut forer un peu plus celle que l'on avait. Je dis que il faut peut-être être les nouveaux Jules Garnier. C'est-à-dire que à nous de trouver, voilà, et que celui qui aille mettre son nom dans je rappelle que voilà, Elon Musk a une théorie concernant les minéraux, les minerais qui se trouveraient sur la Lune. D'autres personnes en ont d'autres sur ce qui peut se passer au Groenland. Avant d'aller au Groenland, il y a peut-être aller voir un certain nombre de choses pour mieux comprendre dans ces fameux nouveaux fonds sous-marins, ce que nous avons, comment nous pouvons ensuite après, en faisant une extraction qui soit une extraction autre que ce que nous avons pu connaître dans d'autres pays avec d'autres puissances. Voilà. Mais je pense que on n'est pas au bout. On n'a pas été jusqu'au bout de l'exploration. On n'a pas été jusqu'au bout de l'exploration de ces territoires-là. Au fond de moi, j'en ai là, voilà, je pense que je, je, je pense que notre jeunesse et cette jeunesse, parce que c'est là, c'est cette jeunesse là-bas, si on la forme, et si on l'accompagne, si Jules Garnier 2.0 rejoint les jeunes de Nouvelle-Calédonie, les jeunes de la Réunion d'aujourd'hui, on aura, on aura une autre vision et on trouvera autre chose par rapport aux besoins et aux besoins beaucoup plus grands d'aujourd'hui. Comment traite-t-on le risque de mise en abysse des inégalités dans l'environnement de développement de nos outre-mer? Pour exemple, le peu de richesse que l'État français investit à Mayotte crée un îlot désirable pour tous les pays autour, et d'autant plus pour les Comoriens. Alors, donc, merci pour cette question. Donc, je parlais d'actualité. C'est donc cette nuit que le Sénat a achevé l'examen du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte. Je me suis fait, je me suis fait transmettre le plus d'éléments possible. Le gouvernement a décidé d'apporter près de 4 milliards d'euros, 4 milliards d'euros sur les engagements sur 2025-2031. Et en reconnaissant, puisque donc je cite cette nuit le ministre des Outre-mer, nous devons répondre à l'attente très forte, très puissante des Mahorais, à une parole publique qui n'a pas toujours été honorée, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est lui qui l'écrit, c'est pas moi. Donc voilà, il y a un fléchage précis des investissements, il y a une enveloppe d'amorçage, 300 millions d'euros. Il y a l'amélioration
du système hospitalier de Mamoudzou. Mamoudzou, qui est la première maternité de France. Alors oui, vous allez me dire, parce que justement, les Comoriens et les Comoriennes viennent accoucher sur le sujet. Oui, je réponds oui. Et, Les gens sont français. voilà, et pour que les gens soient... Oui, oui, je ne méconnais pas ces éléments-là. Et on fait comment? Et donc, voilà, j'aimerais que Mamoudzou soit aussi la plus grande préfecture de France où on traite ce sujet-là. Il y a ça, c'est ça il faut mettre l'équivalent de ce qu'est la situation. Il y a un plan eau au Mayotte, 730 millions d'euros. Donc voilà. De construction d'un deuxième hôpital à Combani, ce qui veut dire qu'on va pouvoir former, il va surtout former des infirmières. Donc là, il y a évidemment il y a vraiment un outil de formation et et voilà, il y a un outil de certaines formations et je suis sûr que certaines associations se feront fort de proposer des projets dans ce cadre-là pour que les compétences soient présentes sur le terrain. Un nouvel, euh, un nouvel aéroport à Grande Terre. Donc voilà, il y a une prise de conscience voilà, voilà ce que je peux répondre avec l'actualité, l'actualité de cette nuit sur le sujet. Il y a encore une question là. L'avenir politique en Nouvelle-Calédonie n'est-il pas trop incertain pour des investissements majeurs compte tenu des revendications des indépendantistes? Alors, si vous voulez m'entendre dire que dans un investissement, il y a une temporalité, voilà, c'est une évidence. Donc, il y a un moment où un investisseur peut se dire j'y vais, et bien évidemment, il y a un moment où il dit j'y vais pas encore. Donc, je pense qu'en effet, qu'il y a ma pensée ne va pas uniquement à la Nouvelle-Calédonie. C'est pas parce qu'on a parlé du nickel que c'est focalisé sur la Nouvelle-Calédonie. Mais il y a des endroits qui sont qui sont beaucoup plus stabilisés sur ces sujets-là. Et puis voilà. Maintenant, on peut aussi se poser la question lorsqu'on fait des investissements dans d'autres pays qui du coup connaissent d'autres instabilités. Et pourtant, des investisseurs le font. On sait rien. Voilà, il y a quand même bien des gens qui investissent en Arménie. Et voilà, tout en se posant la question de savoir que demain ça peut bouger. Et pourtant, ils le font. Et quand je dis non, mais ils le font dans le monde du transport, ils le font dans le monde des entrepôts. Il y a des gens qui investissent pour avoir des entrepôts en Arménie, des entrepôts dans des endroits voilà où ça peut bouger. Voilà, voilà, c'est tout comme certains les avaient fait au Niger. Oui, ils ont fait au Niger. Et puis maintenant, voilà, comment on gère. Voilà, ça fait partie aussi de la notion et de la notion de la perception du risque, de la gestion du risque et de la gestion de la crise une fois que le risque est là. Moi, je me souviens, j'ai un associé qui travaillait à Tahiti et qui disait qu'effectivement, enfin, il faisait des plans de reprise d'activité bancaire. Et il disait, bah oui, à Tahiti, quand on opère une banque, il faut des groupes électrogènes parce qu'on est loin, il faut de l'indépendance des réseaux parce qu'ils peuvent être coupés. Et oui, alors je ne sais plus comment il me disait, mais la carte que tu montrais là avec les délais, quand tu dois approvisionner quelque chose qui n'est pas prévu, bah oui, c'est 15 jours, c'est 3 semaines, c'est un mois. Exactement ça. Et donc, ça change tout. Et la réflexion qui me vient, c'est est-ce que c'est parce que justement le tropisme, ça doit venir de France, et donc ça doit venir de l'autre bout de la Terre? Est-ce qu'il y a des Certains chaînes, disent qu'on n'entend ou pas est-ce qu'il y a bien. des chaînes logistiques est-ce qu'il y a des chaînes logistiques locales quand même? C'est-à-dire que quand on fait un truc à Tahiti, est-ce que ça vient de France ou est-ce il y a une logistique, enfin une supply chain qui se fait, je sais pas moi, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les Et États-Unis? l'Australie, c'est pour ça que j'ai dit au-delà de la brouille et très médiatiquement relayée entre la France et l'Australie, il y a un vrai sujet, c'est que la France compte beaucoup sur l'Australie pour l'aider. Si demain une part des médicaments quand vous allez en Nouvelle-Calédonie, vous trouvez des médicaments qui viennent d'Australie. Tout comme quand on est en Guyane, on trouve des médicaments, on trouve des éléments qui viennent du Brésil. On est là, voilà. Je parle sous couvert de Jérôme ici présent. D'accord. Mais Donc, les éléments là de délai logistique que tu évoquais dans la planche sont quand même avec des réseaux logistiques qui sont pensés sur les plaques locales
C'est pas dû au fait du centralisme franco-français. Exactement. Et alors, on pense à l'Empire où le soleil se couchait jamais, l'Angleterre, et donc l'Angleterre a gardé moins de territoire, ou alors c'est pas compté pareil. Comment ça se fait que l'Angleterre est 3e ou 4e ou 5e là, dans la liste que tu faisais sur la présence outre-mer? Parce que elle a organisé, on peut dire, sa décolonisation. Elle l'a organisé différemment et donc elle a construit, bah, ça s'appelle le Commonwealth. Et voilà, et dans Commonwealth, il y a wealth. Et donc, par exemple, le soleil ne se couchait jamais parce que le soleil brillait sur le Canada, parce que le soleil brillait sur l'Inde, parce que le soleil et que bah, depuis ils ont reconstruit, ils ont ils ont construit autrement leur relation. Donc, ils n'ont pas ce sujet de la zone économique exclusive sous cette forme. Au large du Canada, la ZEE est canadienne. Mais voilà, mais c'est pour ça que ce n'est pas compté, mais sous la même forme. Mais évidemment, ils ont construit leur mode de fonctionnement. Alors après, est-ce qu'en certains lieux, on peut s'en inspirer? Ben, peut-être, je ne sais pas. Enfin, il faut y réfléchir. Je ne sais pas si on disait euh, euh, au-delà, vérité d'un côté des Pyrénées n'est plus la même chose de l'autre côté des Pyrénées. Voilà, peut-être que la perception anglaise est-elle, voilà, il faut peut-être s'en inspirer, est-elle bonne, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Mais il y a peut-être quelque chose à construire. Voilà. Alors, enfin, on parlait d'Europe tout à l'heure, hein. Enfin, quelqu'un avait une question sur et l'Europe dans tout ça. Moi, j'avais un client qui allait souvent, enfin, je crois qu'il avait une partie de sa famille à La Réunion, et il me disait qu'une grande partie des crédits qui servaient à faire des infrastructures à La Réunion étaient des crédits européens et pas que français. Donc, par rapport à la question que fait l'Europe des territoires d'outre-mer français, j'ai compris, en tout cas à La Réunion, je ne sais pas si c'est pareil partout, qu'il y a des fonds européens qui contribuent à la construction d'infrastructures. Est-ce que c'est le cas, est-ce que La Réunion est un cas particulier ou est-ce que des fonds européens vont dans d'autres territoires d'outre-mer, enfin, j'appelle ça territoire d'outre-mer, mais d'autres morceaux de la France outre-mer? Tout à fait. Nous sommes, enfin, voilà, dans le cadre professionnel, en effet, nous sommes amenés à répondre à des appels d'offres qui sont des appels d'offres financés de demande dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'accueil aux personnes, la santé publique, qui sont des fonds européens, en effet. Et ceux dans dans les régions telles qu'elles ont été citées. Donc oui, à partir du moment où où vous êtes dans ces zones-là, en effet, il y a des fonds européens et ces fonds voilà, ne sont pas neutres. Enfin, ça représente des sommes très importantes pour faire bouger les lignes et pour trouver des solutions à la richesse humaine dont je parlais. Parce que, en fait, c'est ça, si on prend soin, prendre soin de de cette population, de ceux qu'ils sont, de ceux qu'ils représentent, eh bien, on aura un retour sur investissement qui sera juste énorme. Alors, quelqu'un demande si les planches pourront être partagées. Oui, bien sûr. Et alors, encore une question justement par rapport à l'Europe. Est-ce que l'Europe est consciente de l'intérêt géostratégique pour la France, donc pour l'Europe elle-même? Et alors, on parle beaucoup de défense européenne ou d'absence de défense européenne, mais est-ce qu'on prend le chemin si demain on a une merde en Nouvelle-Calédonie, l'Europe sera derrière nous ou nous laissera gentiment avancer en regardant ses chaussures? Bien évidemment, je ne peux pas répondre à cette question que tout le monde peut se En poser. fait, non, c'est pas une réponse que j'attends, mais est-ce que dans l'activité de la Croix-Rouge, est-ce qu'on constate une solidarité européenne par rapport à ce qui se passe dans le monde entier, ou est-ce que c'est la France qui se débrouille avec ses territoires français? Alors, le sujet sur la Croix-Rouge, c'est qu'en fait, alors non, la Croix-Rouge, quand elle répond à des appels d'offres, elle répond à des appels d'offres qui peuvent être européens. Et vous pouvez avoir des acteurs européens qui décident d'investir ou d'avancer. Et puis, et sinon, on voit aussi
on voit aussi des pays venir investir dans ces zones-là. Euh, je veux dire, on sort d'un sommet qui s'appelle Choose France. Le Choose France, c'est pas nécessairement Choose Paris ou Choose Saclay. C'est aussi, voilà, vous pouvez choisir vous pouvez choisir dans les ports. Il est évident, il est évident que les grands acteurs du transport, notamment du transport maritime, sont très présents. Les groupes Bolloré, les CMA, CGM, tout le monde est très présent dans cette zone-là. Et avec une concurrence, voilà, j'allais dire, les autres acteurs internationaux, là, on pourrait citer Dubai Port Service ou je sais pas quoi, enfin voilà, tous les autres acteurs que l'on a, bien sûr qu'eux, ils cherchent à être présents. Mais, et en même temps, l'Australie ne demande que ça, hein. L'Australie ne demande que ça, que d'avoir d'avoir une coopération au profit de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que Jérôme peut témoigner de quelque chose? Ben, bien, parce que sinon, je pense que les gens... Il y a aussi des agences françaises ou des structures de collectivités territoriales, par exemple en Guyane, qui vont chercher des fonds européens et qui proposent ces fonds-là par l'intermédiaire de ses propres agences. Donc, je prends l'OFI, par exemple, qui est l'Office français de l'intégration et de l'immigration, va chercher des fonds européens pour financer ses actions, et c'est nous-mêmes qui répondons à l'OFI pour avoir les fonds. Donc, l'Europe est bien présente, soit en direct, si je prends la Guyane, par exemple, c'est près de 650 millions d'euros que les fonds européens octroient pour le développement de la Guyane. Donc, effectivement, ça passe ou par des projets qui sont directement financés par les fonds européens, FSE+, FADR, etc., ou en direct par les services de l'État français. Donc, on a bien les deux leviers qui nous permettent d'avoir les réponses en proximité dans les outre-mer. Ok. On a eu, puisqu'on a eu la même chose dans la mesure où Jérôme a aussi servi sur d'autres territoires. On voit bien que voilà, on a les mêmes, les appellations peuvent être différentes, mais on a les mêmes, on a les mêmes dispositifs ensemble. Et alors, on a parlé de la Chine, hein, donc bon, j'imagine que la Chine ne voit pas la France comme elle voit les États-Unis, mais oui, enfin, tout ça, c'est quand même des points d'appui qui seraient bien pratiques pour elle. Et alors, une question, enfin, moi, je me suis toujours demandé, parce que, enfin, bon, je suis d'origine arménienne, et l'Azerbaïdjan n'est pas spécialement un pays ami, même si je suis français. Et qu'est-ce qu'est allé foutre l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie? On peut imaginer. Je sais que Macron soutient l'Arménie, et donc forcément, ça fait de lui l'ami de mes ennemis est aussi mon ennemi, donc ça doit jouer, mais est-ce qu'il y a que ça? C'est pratiquement ça. Oui. C'est pratiquement le cas. Ensuite, après, euh, on a en économie, il y a un mécanisme qui dit qu'il faut se spécialiser. Quand on est un pays, donc le Porto du Portugal, les draps hollandais, les ceci, les cela, enfin, pour reprendre les anciennes théories économiques. Euh, En fait, en relations internationales, on a à peu près le même mécanisme. C'est-à-dire que on dit à un pays, Azerbaïdjan par exemple, je vais te soutenir, je vais te donner ceci, à condition que tu fasses cela. Et en fait, on peut donner rapidement des mandats à certains pays en leur disant, ben voilà, dans ce dont j'ai besoin, toi tu vas t'occuper de ça. Et on peut penser que l'Azerbaïdjan s'est un peu focalisé sur ce sujet de pouvoir euh, comment dire, organiser l'ingérence étrangère contre la France et que le sujet aujourd'hui du caillou dans la chaussure, c'est justement le développement de la Nouvelle-Calédonie et puis comment elle peut faire face à cette chute du nickel, à ce changement, ce bouleversement du modèle économique de l'île tout entière. Et voilà, et ici emploi. Là aussi, notamment, l'Azerbaïdjan ne voit pas que sur la Nouvelle-Calédonie, qui était vraiment mise en lumière par les éléments de 2029, mais on a les effets et l'appui de l'Azerbaïdjan, également aux Antilles, également en Guyane, également à la Réunion, on va arriver ces groupes-là
en soutien des indépendantistes de nos propres territoires. Et on voit arriver les drapeaux de l'Azerbaïdjan dans les discussions en Guyane ou en Martinique ou en Guadeloupe. Donc, il y a vraiment une lame de fond pour déstabiliser les Outre-mer et utiliser les Outre-mer comme une déstabilisation de la politique nationale. C'est aussi une réalité. Ensuite, il faut garder à l'esprit que, alors je rappelle, nous sommes dans alors je vais faire très court, hein, mais nous sommes dans une situation euh, historique. De nombreux pays ont été, depuis j'allais dire les 10 derniers siècles, ont été à tour superpuissance. Mais ça n'a jamais duré, enfin souvent pas plus loin que le règne de tel ou tel roi, voilà, peut-être son descendant, mais bon, ça n'a jamais été beaucoup plus. Là, ça fait 100 ans que les États-Unis sont la première superpuissance. Et la question se pose, et s'il l'était pour les 100 ans qui viennent, encore pour les 100 ans qui viennent, ce qui serait historique. Évidemment, nous on se pose la question, et la Chine voudra apporter la réponse en disant non, il ne faut pas qu'il le soit. Si ce n'est que la Chine, en apportant cette réponse, c'est elle-même qu'elle ne pourra pas l'être. Et je reprends ces travaux qu'on a réunis dans la formule la Chine sera vieille avant d'être riche. Et ce sont les Chinois eux-mêmes qui le disent. C'est pas moi, c'est pas simplement par un sentiment ou un autre. Eux-mêmes. Et ils ont compris qu'ils ne seront jamais une superpuissance maîtrisante de l'économie parce qu'en fait, ils ont une population du haut de 1 milliard 400 millions et quelques descendants. Ils sont désormais le deuxième pays le plus peuplé, puisque l'Inde les a dépassés, et l'Inde est à 1 milliard 400 millions, mais plus, et pratiquement aujourd'hui, si on regarde les chiffres, à 466 ou 10, voilà, vous me pardonnerez si j'ai quelques millions de retard. Donc, ils le savent. Donc, ils n'ont plus qu'une capacité, c'est la capacité du second, qui sera toujours d'embêter le premier, pour lui prendre et pour l'embêter, pour l'empêcher d'avancer, en ne prenant jamais la place qui est la sienne. Donc la Chine, ce qu'elle veut, c'est retirer les capacités aux États-Unis. Et les États-Unis, pourquoi sont-ils, quand on prend la hauteur de vue, pourquoi sont-ils devenus pendant 100 ans la superpuissance? Bon, il y a plein d'éléments, mais il y en a un, c'est qu'en fait, technologiquement, ils ont toujours été les meilleurs. Ils sont les meilleurs technologiquement sur les grandes technologies, toutes, mais sur les grandes technologies. Ils se débrouillent sous une forme, sous une autre, faisant venir des Français, faisant venir des gens de plusieurs endroits, de l'Inde, bref. Et au final, la technologie, elle est dominée par, je vous renvoie à l'affaire des vidéos, comment on appelait ça, là où on mettait les cassettes au tout début. Les magnétoscopes, parce ils sont les faiseurs de normes, ils sont tout ça. Donc, au bout du compte, mais non, c'est pas une question de normes. C'est-à-dire que même si on a inventé quelque chose en France, ben en fait, au final, on se fait avoir sur la partie. Donc, ils sont les premiers. Et ils le seront s'ils continuent à avoir la technologie. Et pour avoir la technologie, vous avez besoin d'avoir ce que tu as dans les mains, c'est-à-dire plein de petits minerais dans ton ordinateur, plein de petits minerais dans tes lunettes connectées qui te permettront de voir plein de choses, voilà, et c'est tout ça. Et là, la Chine a dit, peut-être que moi, je les aurais pas, mais le but, c'est que lui, il les ait pas. Et donc, c'est la chasse avoir acheté des mines, donc les mines de nickel, dont le rendement est peut-être faible, oui, mais au moins les autres ne le auront pas. C'est vraiment par ce biais-là. Alors, en plus, s'ils arrivent à l'avoir pour pas grand-chose, pourquoi pas? Voilà. Alors que nous, si on était dans une logique, si on est dans une logique d'investissement, si vous voulez aller racheter, des mines de nickel en Indonésie, là, oui, évidemment, là, ça coûte un argent fou. Et donc voilà, c'est ça l'idée. L'idée de la Chine, c'est arriver à retirer aux autres. Chaque fois qu'elle peut retirer quelque chose à quelqu'un, c'est un gain. C'est un gain dans la façon to impede en anglais, dans la façon d'empêcher les Américains d'être les premiers toujours. Et alors, ce que tu nous dis là, c'est c'est des déclarations chinoises plus ou moins officielles ou c'est des déductions ou... Mais c'est des déclarations complètement officielles. C'est ça qui est. On n'est même pas sur un sujet il suffit d'écouter
Et voilà. Ils allaient dire merci. Alors, pendant que je l'ai à l'écran, il suffit d'écouter Xi Jinping qui a dit les terres émettoires sont à la Chine, ce que le pétrole est à. Voilà. Voilà, au pays arabe. Voilà. Il a donc Xi Jinping a, a fait régulièrement des inaugurations dans le cadre de Belt and Road Initiative, les routes de la soie. Et régulièrement, bah, il vient du pupitre, il prend le micro. Écoutons-le. Écoutons-le. Il avance même pas masqué. On n'entend que ce que l'on a envie d'entendre. Et on parle. Mais voilà, nous avons. Bah, merci beaucoup, Eric, et merci aux participants pour leurs questions. Et c'était passionnant. On découvre des choses que bah, justement on n'entend pas toujours. Alors peut-être pas que parce qu'on n'a pas envie d'entendre, mais parce que si, bah, il y en a tellement et qu'on a du mal à filtrer ou qu'on n'a tout simplement pas le message. Alors j'espère que cette conférence aura suscité des vocations de gens qui auront envie d'aller à l'autre bout de la Terre et développer ces pays qui effectivement en ont sûrement, enfin, en ont besoin et qui recèlent plein de potentiel. Et ben, merci beaucoup et puis à très bientôt. Et donc pour ceux qui étaient à distance, on a la vidéo qui est capturée qu'on mettra sur notre chaîne YouTube et puis bah, les planches que Eric a compilées qu'on diffusera aussi à tous les participants qui étaient inscrits. Merci beaucoup, bonne soirée à vous et puis à très bientôt. On a beaucoup de remerciements des gens à distance. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. En plus, des gens qui connaissent ce territoire. Ben voilà, Nouméa, La Réunion, j'en suis super heureux. Ben voilà. Et comme quoi, vous voyez, la solution est en avant. Voilà, ça y est, c'est en avant. Et je salue le Jules Garnier de 2015. Ou la Julie Garnier. Jules et Julie Garnier. Merci beaucoup.